Le choc m'a frappé comme une eau glacée. Un instant, j'étais directrice de la stratégie chez Harbor Point Technology. L'instant d'après, je n'étais plus qu'une simple ligne dans un email envoyé un vendredi matin par Brandon Hale, un CEO à peine 6 semaines en poste. Aucune réunion, aucune explication, juste une élimination. La douleur n'était pas seulement la perte de ma fonction, c'était l'arrogance, la conviction que j'étais jetable. Brandon pensait m'avoir effacé en quelques secondes. Il n'avait aucune idée que je détenais quelque chose de bien plus dangereux qu'un titre. Et vous, que feriez-vous si votre patron vous licenciait par email après 10 ans de service? Écrivez-le ci-dessous avant de découvrir ma réponse. L'objet du mail m'a frappé avant même que mon café n'ait eu le temps de refroidir sur mon bureau. Avis de restructuration, effet immédiat. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert le message et là, 20 mots glacials ont balayé 10 années de ma vie. Avec effet immédiat, votre poste de directrice de la stratégie est supprimé. Veuillez coordonner la transition avec les ressources humaines. Signé Brandon Hale. Pas de réunion, pas d'appel, juste un email venant d'un homme présent chez Harbor Point Technology depuis à peine 43 jours. Je suis resté figé, fixant l'écran, le curseur clignotant comme pour se moquer de moi. Dans ma tête, j'entendais presque la voix de Brandon, ce ton lisse et poli qu'il utilisait en réunion pour rabaisser les autres, feutré, courtois, mais saturé de supériorité. Dans le couloir, des pas se sont approchés. Brandon lui-même est passé d'un air nonchalant, ses chaussures vernis résonnant sur le marbre, son costume de designer accrochant la lumière. Il n'a même pas jeté un regard vers mon bureau. Pour lui, j'étais déjà un fantôme, effacé d'une simple signature numérique. Mes collègues m'ont envoyé des messages prudents. Désolé, bon courage pour la suite. Soigneusement formulés pour ne pas apparaître sur le radar de Brandon. Il savait que montrer trop de compassion pouvait les désigner comme prochaine cible. Mon humiliation était totale, 10 années réduites à une ligne dans un email. Et Brandon? Il avançait avec l'assurance arrogante d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Mais en fixant ce message, ma colère s'est transformée en une force froide. Il pensait que j'étais impuissante, un simple nom rayé sur sa liste. Il n'avait aucune idée du nom qu'il venait réellement de barrer. La morsure de l'email de Brandon Hale me brûlait encore la poitrine, mais sous la colère s'installait une certitude calme qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il croyait m'avoir effacé de Harbor Point Technology en un seul paragraphe, sans savoir que j'étais celle qui tenait les fondations même de l'entreprise. Des années plus tôt, alors que Harbor Point frôlait l'effondrement, j'avais pris une décision qui avait tout changé. Par l'intermédiaire de Walker Capital, la société fondée par ma grand-mère et qu'elle m'avait confiée, j'avais investi discrètement, protégé par des couches d'architecture juridique. Personne, ni le conseil d'administration, ni les dirigeants, et certainement pas Brandon, ne savait que je possédais désormais 53% de l'entreprise. Ce secret n'était pas de la lâcheté, c'était une stratégie. Je voulais travailler aux côtés de mes collègues, et non au-dessus d'eux. Je voulais voir comment on me traiterait si l'on me croyait simplement Christine Walker, stratège et non actionnaire majoritaire. Mais l'arrogance de Brandon avait transformé ce silence en arme. Il m'avait jugé jetable, un nom à rayer de son plan de restructuration, et ce faisant, il avait commis la plus grave erreur de sa carrière. J'ai ouvert le tiroir où reposait un classeur que peu avaient jamais mis ça d'orchestre, avaient jamais vu, lourd de signatures et de sceaux attestant de mon contrôle. Les mots de ma grand-mère résonnaient dans ma mémoire. Le pouvoir n'a pas besoin de se proclamer. Il doit seulement savoir quand se révéler. Brandon se voyait comme le bourreau, mais en réalité, c'était lui qui marchait vers la lame. J'ai tapé un simple message à mon avocate. C'est le moment. Préparez tout pour lundi. Lorsque le conseil d'administration se réunirait en urgence, Brandon s'attendait à des applaudissements pour m'avoir éliminé. Ce qu'il trouverait à la place, c'était une vérité qu'aucun discours ne pourrait maquiller, une vérité inscrite dans des actes de propriété qu'il n'avait jamais pensé à remettre en question. Dès le vendredi après-midi, j'ai compris que la détention de la majorité des parts ne suffirait pas à stopper Brandon Hale. Si je me présentais en salle du conseil uniquement avec cet atout, il pourrait encore transformer mon silence en tromperie, présenter mon éviction comme un progrès. Il me fallait un dossier si irréfutable que ni son charme ni ses présentations léchées ne puissent détourner de la vérité. La première fissure est venue de Laura Mendes, notre vice-présidente RH. Elle m'a contactée via son téléphone personnel, la voix tremblante mais résolue. « Christin,
J'ai suivi chacun de ses pas, chaque licenciement, chaque rétrogradation, tout est sur ce disque. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret ce soir-là, sa fatigue se lisant dans les rides au coin de ses yeux. Elle a glissé une petite clé USB sur la table, comme si elle contenait du courant électrique. À l'intérieur, des évaluations de performance falsifiées, des protocoles de conformité contournés, des mémos de licenciement évoquant des incompatibilités culturelles qui ne concernaient, par hasard, que des femmes de plus de 40 ans ou toute personne osant contester l'autorité de Brandon. Sa main tremblait en portant sa tasse à ses lèvres. « Je ne sais pas combien de temps je vais tenir encore », a-t-elle avoué. « Mais vous, si quelqu'un peut l'arrêter, c'est vous. » Je lui ai promis que je le ferais. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à classer tout ce qu'elle m'avait remis. À l'aube, j'avais une chronologie d'une clarté chirurgicale. La deuxième fracture est apparue samedi, lorsque Daniel Price, notre directeur financier, m'a contacté via un canal chiffré. Son message était sans détour. Si Brandon réussit, Harbor Point est perdu. Il m'a transmis un brouillon confidentiel, le plan de restructuration en 4 phases de Brandon. Éliminer l'équipe dirigeante actuelle, préparer une acquisition, revendre la propriété intellectuelle, partir avec un parachute doré de 40 millions. 60% du personnel serait licencié et nos projets de santé les plus cruciaux réduits à de simples jetons de négociation. En lisant cela, l'estomac noué, j'ai senti la nausée monter. La voix de Daniel, serrée, résonnait à travers la ligne sécurisée. « Je suis complice si je reste muet. Vous avez besoin de ça. » Son courage m'a frappé. Il savait que Brandon finirait par le sacrifier, mais il avait choisi de sauter avant. J'ai ajouté ces documents à ma pile grandissante, chaque page un clou de plus dans le cercueil de Brandon. Le dimanche, la dernière pièce est venue de mes propres recherches. Grâce à mes accès, j'ai découvert un canal Slack que Brandon partageait avec ses lieutenants importés. Leurs mots suintaient le mépris. Planifier la revue budgétaire pendant le récital de sa fille, voyons ce qu'elle choisit. Poussez-la jusqu'à la rupture, les indemnités coûteront moins cher que la loyauté. En lisant ces lignes, ma fureur s'est cristallisée. Ce n'était pas de l'ambition, c'était de la cruauté déguisée en leadership. J'ai imprimé chaque capture d'écran, sauvegardé 3 copies, puis archivé le tout avec le reste. Lorsque le soleil s'est couché ce dimanche-là, mon dossier était complet. La propriété serait mon bouclier, la documentation, mon épée. Et quand Brandon franchirait la porte du conseil lundi matin, il n'affronterait pas seulement moi, il affronterait ses propres mots, ses propres plans, sa propre chute, livrée en noir et blanc. Plus je creusais, plus la trame de la trahison de Brandon Hale se révélait clairement. Il ne s'agissait pas seulement de moi, ni même de la poignée de dirigeants qu'il avait déjà écartés. C'était un schéma conçu avec une précision glaciale, transformant Harbor Point Technologies en son échiquier personnel. En réunion publique, il enveloppait ses manœuvres du langage de l'innovation, rationalisation, nouvelles perspectives, réalignement culturel. Mais derrière ces slides impeccables et ces mots creux, le prix se lisait sur les visages de ceux qui l'éliminaient. La clé USB de Laura Mendes contenait bien plus que des avis de licenciement. Elle renfermait des chronologies, des comparatifs côte à côte, des évaluations avant et après son arrivée. Des notes jusque-là solides s'effondraient dès qu'une personne tombait dans son collimateur. Des termes comme « rigide » ou « dépassé » apparaissaient dans les dossiers de femmes qui avaient pourtant porté Harbor Point durant ces années les plus difficiles. Les hommes de moins de 40 ans, recrutés depuis peu, recevaient au contraire des éloges, quelles que soient leurs compétences. La manipulation était si méthodique qu'elle paraissait chirurgicale. Puis vinrent les murmures que je ne pouvais ignorer. Des développeurs de l'équipe de surveillance cardiaque m'ont confié que Brandon avait cherché à bloquer leur projet, prétextant qu'il n'était pas assez rentable. Or, enfoui dans les documents transmis par Daniel Price, se trouvait la preuve qu'il préparait en secret ce même projet pour le vendre à Vertex Ventures. Il ne protégeait pas l'avenir de Harbor Point, il le dépeçait, prêt à liquider des avancées, capable de sauver des vies pour un simple gain rapide. Cette idée m'a noué l'estomac. Harbor Point n'était pas parfaite, mais elle avait été bâtie par des gens qui croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Brandon ne voyait rien de tout cela. Pour lui, les employés étaient des obstacles, la recherche n'était qu'un stock, et l'innovation une monnaie d'échange. Même le langage qu'il utilisait avec ses lieutenants exhalait le mépris. Un message Slack s'est gravé en moi. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle démissionne.
Les indemnités coûtent moins cher que la loyauté. Pour lui, les êtres humains n'étaient que des passifs à gérer jusqu'à disparition. Le dimanche soir, je percevais son plan dans son intégralité. Démanteler la direction capable de résister, bloquer les projets pour les revendre à l'extérieur, remplacer la loyauté par la dépendance, puis s'en aller avec 40 millions dans la poche. Ce n'était pas une simple prise de contrôle hostile, c'était un évidement, une mise à sac de tout ce que nous avions construit. L'injustice de la chose me traversait comme un courant électrique. Brandon pensait que Arbor était faible parce qu'elle tenait encore à des idéaux, parce que des personnes comme moi croyaient encore en l'équité, en la science, en la responsabilité. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les idéaux ne sont pas une faiblesse. Ils sont la seule chose qu'on ne peut ni acheter, ni remplacer, ni faire taire. Il s'était déjà persuadé que le conseil d'administration suivrait ses indicateurs d'efficacité, ses projections brillantes et ses promesses de gains immédiats. Mais Brandon avait négligé une vérité que son arrogance ne pouvait effacer. Les schémas laissent des traces. Et moi, j'étais en train de toutes les suivre. Bientôt, ces traces formeraient un chemin que le conseil ne pourrait ignorer. Le week-end s'est étiré comme un champ de bataille avant le premier coup de feu. Brandon Hale l'a sans doute passé à répéter sa grande présentation, persuadé qu'il éblouirait le conseil d'administration avec ses graphiques et ses mots à la mode. Moi, je l'ai consacré à aiguiser mes armes, documents, enregistrements, chronologie, tous alignés avec la précision d'un scalpel juridique. Le samedi matin, j'étais assise dans mon bureau, entourée de dossiers, chaque page un clou de plus dans le cercueil de Brandon, la clé USB de Laura Mendes restait branchée à mon ordinateur, son contenu déjà catalogué et recoupé. La fuite chiffrée de Daniel Price était imprimée, tamponnée et scellée en double exemplaire. Les captures d'écran de Slack, avec leur cruauté calculée, avaient été photographiées et sauvegardées en triple copie. Chaque précaution comptait, car Brandon avait un talent pour effacer ses traces. Mais j'étais déterminée à ne lui laisser aucun refuge. L'après-midi venu, j'avais retracé chaque étape de sa carrière, suivant ses manœuvres dans ses entreprises précédentes. Le schéma était indéniable. Arriver avec des promesses de transformation, purger les cadres expérimentés, bloquer la recherche, empaqueter la propriété intellectuelle, puis disparaître avec un parachute doré. Des procès l'avaient suivi, la plupart étouffés par des accords de confidentialité, mais suffisamment de fragments avaient filtré dans les dossiers de tribunaux pour confirmer ce que je savais déjà. Arbor Point n'était pas sa première proie, seulement la prochaine carcasse qu'il prévoyait de dépouiller. Le dimanche, j'ai brièvement rencontré Michael Green, notre fondateur retraité, et mon mentor, dans une salle de conférence où flottait encore l'odeur du bois ciré. Ses yeux se sont plissés en parcourant quelques pages de mon classeur. « Tu l'as acculé », dit-il d'une voix lourde de fierté et de tristesse mêlée, « mais sois prudente. Les hommes comme Hale ne tombent jamais en silence. » J'ai hoché la tête, mais mon esprit était déjà tourné vers le lundi. La réunion extraordinaire du conseil était encerclée en rouge sur mon agenda, un rendez-vous qui ressemblait plus à un détonateur qu'à une simple échéance. Brandon pensait que le point 7 à l'ordre du jour, l'optimisation du personnel, serait mon enterrement. Il ne se doutait pas que le point 8 serait son exécution. Quand j'ai enfin refermé le classeur, tard dans la nuit du dimanche, j'ai ressenti ce calme qui précède la tempête, ce silence vibrant où chaque pièce est en place. Le piège était tendu, il ne me restait plus qu'à entrer dans cette salle du conseil et le regarder y tomber de lui-même. Le lundi matin arriva avec le froid tranchant de l'inéluctable. J'entrai dans le siège de Arbor Point Technologies avec pour seul bagage un simple porte-document en cuir, renfermant 12 chemises cartonnées capables de briser une carrière en moins d'1 heure. La montée en ascenseur vers l'étage exécutif résonnait comme un compte à rebours, chaque étage marquant 1 seconde de plus. Quand les portes s'ouvrirent, les bavardages habituels des assistantes et des dirigeants emplissaient le couloir, mais chaque son semblait assourdi par le battement dans ma poitrine. La salle du conseil se dressait au bout, ses parois de verre dépolies brillant sous la lumière du matin. À l'intérieur, Brandon Hale se tenait comme un chef d'orchestre avant sa symphonie. Sa cravate argentée, parfaitement nouée, ses diapositives déjà projetées sur l'écran géant. Arbor Point 2.0. Un avenir plus agile, plus intelligent. Il serrait les mains des administrateurs avec assurance, jouant le rôle d'un homme certain de sa victoire.
Je pris ma place habituelle, ignorant les regards surpris de certains. Les yeux de Brandon croisèrent dans les miens un instant, et il esquissa un sourire mince. Celui qui dit « Tu n'as plus ta place ici ». La réunion commença par les rapports de routine, finances, conformité, audit. Brandon trépignait presque d'impatience, pressé d'arriver au point 7, son grand dévoilement. Quand le président, Richard Alvarez, l'annonça, Brandon se leva avec aisance étudiée. « Comme vous le savez, dit-il d'une voix assurée, Harbor Point doit évoluer pour rester compétitive. Le leadership hérité du passé, bien que précieux autrefois, est désormais un frein à l'innovation. Aujourd'hui, je vous présente le plan d'optimisation du personnel pour garantir notre avenir. » Il fit défiler une diapositive, et là, mon visage apparut, accompagné des mots « transition terminée ». Une nécrologie nette pour 10 années de travail. Quelques murmures traversèrent dans la salle, mais Brandon poursuivit. Enjôleur, cette restructuration libérera des ressources, rationalisera nos projets et nous positionnera pour des opportunités d'acquisition qui maximiseront la valeur actionnariale. Ces mots brillaient, de vernis, mais je percevais la fin derrière. Lorsqu'il s'interrompit pour ajuster ses boutons de manchette, je saisis l'instant. Je me levai, calme, et posai un dossier devant Richard Alvarez. Puis, un autre devant Patricia Hughes, puis David Lann, jusqu'à ce que chaque membre du conseil en ait un. Brandon se figea, son sourire crispé. « Qu'est-ce que c'est » lança-t-il, trop brusquement. Je soutins son regard. « De la documentation. Considérez-la comme mon entretien de sortie. » Les chaises grincèrent, les pages se tournèrent, et la salle se remplit du bruit des révélations. Les yeux s'écarquillaient face au schéma de licenciement, aux conversations Slack, aux plans de restructuration signés de Brandon. La voix de Patricia fendit le silence. « Monsieur Hale, ces emails portent votre signature. Pouvez-vous expliquer pourquoi les femmes seniors étaient systématiquement visées dans vos soi-disant optimisations ?» Le masque de Brandon se fissura, une goutte de sueur perlant à sa tempe. Sortis de leur contexte. De simples rancunes. Voilà pourquoi le changement est nécessaire. Trop d'émotions, pas assez de stratégie. Daniel Price, jusque-là silencieux, intervint avec calme. Ce ne sont pas des accusations, ce sont vos propres prévisions financières. Je le sais, elles viennent de vos dossiers. La couleur quitta le visage de Brandon. Il tente encore. C'est du sabotage. Christine Walker n'est plus employée ici. Elle n'a aucun statut. C'était mon signal. Je sortis une feuille unique de mon porte-documents et la fis glisser vers Richard Alvarez. En réalité, si. Je n'ai jamais signé l'accord de départ. À ce jour, je reste directrice de la stratégie. Et selon nos statuts, en cas de faute grave d'un dirigeant, le CSO a autorité pour prendre le contrôle temporaire. Un silence abasourdi tomba sur la salle. Brandon ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit, tel un homme cherchant son souffle. Même si c'était vrai, vous n'êtes qu'une voix. Les décisions appartiennent au conseil. Je souris à peine. Alors laissez-moi ajouter un dernier élément de contexte. Je sortis un autre document, la structure d'actionnariat de Walker Capital. Par le biais de véhicules privés, je détiens 53% de Harbor Point Technology, pas une voix, monsieur Hale, la voix majoritaire. Un souffle parcourut la salle, les sourcils de Richard se haussèrent, et Brandon chancela d'un pas comme si le sol s'était dérobé. Il tenta de crier au complot, mais personne ne l'écoutait plus. Les administrateurs lisaient, évaluaient, calculaient le risque de le suivre. David Lynn parle le premier. Je propose un vote de défiance. Patricia enchaîna sans hésiter. Appuyé. L'un après l'autre, 12 mains se levèrent. La motion fut adoptée à l'unanimité. La voix posée de Richard scella le verdict. Brandon Hale, votre contrat est dès lors résilié avec effet immédiat. La sécurité entra à mon signal, efficace et discrète. Tandis qu'il ramassait son ordinateur d'une main tremblante, Brandon se pencha vers moi, la haine dans la voix. Tu crois avoir gagné? Il y en a d'autres comme moi. Tu ne pourras pas tous les arrêter. Je le regardai droit dans les yeux. Peut-être pas. Mais toi, je t'ai arrêté, et cette entreprise est à moi. Les portes se refermèrent derrière lui, étouffant ses protestations. Pour la première fois du week-end, je respirai profondément. Le piège s'était refermé, et Brandon Hale y était tombé tout droit. La porte de la salle du conseil venait à peine de se refermer derrière Brandon Hale que le silence s'imposa. Pas encore un soulagement,
plutôt ce calme abasourdi qui suit un coup de tonnerre. Les dossiers restaient éparpillés sur la table vernie, les administrateurs fixaient alors les preuves encore étalées devant eux, et le poids de ce qui venait de se produire emplissait chaque recoin de la pièce. Richard Alvarez ajusta ses lunettes, passant du classeur entre ses mains à mon visage comme s'il redécouvrait qui j'étais vraiment. « Madame Walker, dit-il prudemment, vous avez gardé un sacré secret. » Je ne bronchai pas. Les secrets ne sont utiles que tant qu'ils protègent les mauvaises personnes. Je ne pouvais pas arrêter Brandon en chuchotant mes objections en réunion. Mais au moment où il s'est dévoilé, j'étais prête. Patricia Hughes se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, une expression mêlant indignation et admiration. Ces emails visant les femmes, ces projets de démantèlement de notre recherche, c'est indéfendable. Nous étions aveugles, et vous nous avez forcés à voir. De l'autre côté, David Lann tapotait le plan de restructuration avec son stylo. 40 millions de profits personnels, 60% du personnel supprimé. Cela aurait détruit la valeur actionnariale et vidé Harbor Point de son âme. Daniel Price, le directeur financier, s'éclaircit la gorge, la voix serrée. Si je n'avais pas transmis ces documents, il m'aurait entraîné avec lui. Je ne pouvais plus me taire. Son aveu suscita quelques regards surpris, mais personne ne le contesta. L'effondrement de Brandon avait changé l'atmosphère. La peur qu'il diffusait par intimidation et séduction s'évaporait, remplacée par une détermination brute de détacher Harbor Point de sa souillure. J'ouvris mon porte-documents une dernière fois et posai une ordonnance de cessation et d'abstention déjà déposée par Margaret, mon avocate. Cela interdit à Brandon Hale de contacter nos employés, d'accéder à nos systèmes ou d'interférer avec nos opérations. Toute tentative sera traitée par voie légale. Les administrateurs se passèrent les papiers de main en main, hochant la tête comme s'ils se transmettaient à la fois un bouclier et une arme. Michael Green, silencieux jusque-là, parla depuis le siège d'angle où il observait souvent, fondateur retraité. Sa voix portait la lassitude d'un homme qui avait vu trop de batailles semblables. Nous avons engagé un prédateur parce que nous avons été séduits par l'efficacité. Nous avons oublié que le leadership ne se mesure pas en graphique, mais à la manière dont on protège les gens. Christine nous l'a rappelé aujourd'hui. Ces mots tombèrent avec une gravité qui fit basculer la salle. Le vote de défiance n'avait pas seulement mis fin au règne de Brandon, il avait obligé le Conseil à affronter sa propre complicité. Je rassemblai mes documents, mais Richard Alvarez leva la main. Avant que vous ne partiez, une question demeure. Avec le départ de Hale, nous avons besoin d'une direction intérimaire. Tous les regards convergèrent vers moi. Pendant un instant, leur poids me pressa comme un étau. Je choisis mes mots avec soin. Les titres ne sont pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est la stabilité. J'assurerai l'intérim comme le prévoit la gouvernance. Mais Harbor Point mérite une véritable recherche d'un CEO capable de diriger avec vision et conscience. Mon rôle est de protéger ce que nous avons construit et de réparer les dégâts. La tension se relâcha et je vis le respect remplacer le doute sur leur visage. L'effondrement de Brandon Hale n'était pas seulement le sien, c'était l'effondrement du faux récit qu'il avait imposé, celui d'une force née de la destruction. Tandis que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, descendant ces mêmes couloirs de marbre où il avait autrefois paradé avec arrogance, Harbor Point se redressait. La peur qu'il brandissait s'était dissipée et, pour la première fois depuis des semaines, je sentis l'entreprise respirer. Brandon Hale se croyait intouchable. Désormais, il n'était plus qu'un avertissement. Les heures qui suivirent l'éviction de Brandon Hale donnèrent l'impression d'entrer dans une entreprise que je reconnaissais à peine. La tension qui avait assombri Harbor Point Technologies pendant des semaines se dissipait peu à peu, remplacée par des chuchotements prudents dans les couloirs et des regards curieux dans le hall. La nouvelle circulait plus vite que n'importe quelle note officielle. Brandon était parti et le cauchemar touchait à sa fin. Mon premier acte en tant que dirigeante intérimaire ne fut pas de prononcer un discours ni d'occuper le bureau d'angle. Ce fut d'appeler les RH et de leur ordonner de réexaminer chaque licenciement, démission forcée et rétrogradation décidée par Brandon depuis son arrivée. S'ils veulent revenir, ramenez-les, dis-je. Même poste, même salaire. Ils étaient les victimes d'une purge, pas de problème de performance. Au bout du fil, Laura Mendes, épuisée mais déterminée, hocha la tête. Nous commençons dès aujourd'hui.
Le deuxième acte fut de stopper net toute discussion avec Vertex Ventures. Notre propriété intellectuelle n'était plus à vendre. Les innovations de Harbor Point, en particulier le système de surveillance cardiaque que Brandon avait balayé comme non rentable, resteraient les nôtres. Nous construisons pour sauver des vies, déclarai-je au conseil lors d'un appel de suivi. Pas pour gonfler le parachute doré d'un seul homme. Puis, vinrent les réformes, représentation des employés au conseil d'administration. Un canal direct pour les lanceurs d'alerte, contournant totalement la direction. Une transparence totale sur les principaux actionnaires pour éviter qu'un propriétaire fantôme ne se cache dans l'ombre. Ce n'étaient pas des gestes symboliques, mais de véritables garde-fous pour que jamais un autre Brandon Hale ne franchisse nos portes sans contrôle. En arpentant les couloirs tard ce soir-là, les employés croisèrent enfin mon regard au lieu de l'éviter. Certains esquissèrent un sourire prudent, d'autres murmurèrent un merci, mais ce qui me toucha le plus fut la lueur d'espoir qui revenait peu à peu. Harbor Point n'était pas encore guéri, pas encore. Mais la reconstruction avait commencé, et avec elle, une promesse, plus jamais ça. Quand Brandon Hale m'a licencié par un simple email un vendredi matin, j'ai cru que cette perte allait me définir. Mais ce que son arrogance a réellement révélé, c'est une vérité plus profonde sur les systèmes d'entreprise. Les raccourcis et la foi aveugle dans le charisme sont des fondations fragiles. Harbor Point Technologies a failli s'effondrer, non pas à cause du marché, mais parce que l'ambition d'un seul homme n'avait pas été contenue par la gouvernance censée nous protéger. Voilà la faille systémique que je veux souligner. Dans le monde du travail américain d'aujourd'hui, les entreprises avancent vite, vénèrent l'efficacité et négligeant trop souvent les signaux d'alerte. Les conseils d'administration recrutent des dirigeants sur des CV brillants et des projections séduisantes sans questionner leurs méthodes. Mon histoire prouve que lorsque l'arrogance se cache derrière l'innovation, ce ne sont pas seulement des emplois qui sont en jeu, c'est la raison d'être même d'une entreprise. Si vous avez déjà vu quelqu'un de téméraire s'élever parce qu'il paraissait sûr de lui pour ensuite constater les dégâts, vous connaissez l'indignation que j'ai ressentie. Ce n'était pas seulement personnel, c'était une trahison envers tous ceux qui croyaient dans ce travail. La leçon est simple, les systèmes échouent quand la vigilance cède la place aux raccourcis. Ce qui a sauvé Harbor Point, ce n'est pas la chance, mais la documentation, la patience et les preuves. L'arrogance s'effondre lorsqu'elle est confrontée à des faits solides. Comment agir dès aujourd'hui ? 1. Documenter les schémas. Si quelque chose semble anormal, gardez des traces. Les schémas racontent l'histoire que l'arrogance cherche à dissimuler. 2. Posez les questions difficiles. Ne vous contentez pas de mots creux, exigez des données et du contexte. 3. Construisez des garde-fous, défendez les protections pour lanceurs d'alerte, la transparence et la responsabilité. 4. Faites confiance aux signaux d'alerte. Si un comportement paraît prédateur, il l'est souvent. Agissez tôt. La chute de Brandon n'était pas seulement la sienne, c'était un avertissement pour chaque entreprise. J'en suis sortie plus forte en l'exposant, mais j'ai aussi appris que le silence dans un système attire les prédateurs. Ne laissez pas l'arrogance dicter l'avenir de votre lieu de travail. Commentez vos réflexions ci-dessous, partagez cette histoire et abonnez-vous. Votre voix pourrait être la preuve dont quelqu'un d'autre a besoin.